Jeanne était invisible. Une agente d'entretien noire qui passait inaperçue dans les événements de luxe, nettoyant les coupes de champagne pendant que les riches riaient fort. Jusqu'à ce que Robert Lambert, un homme d'affaires arrogant, décide d'en faire son divertissement. Il l'a vue chantonner doucement et a eu une idée cruelle, l'obliger à chanter devant tout le monde. Ce à quoi il ne s'attendait pas, que cette voix ferait taire toute la salle. Que ceux qu'on n'a jamais vus possèdent le pouvoir d'arrêter le monde. Ceci est l'histoire de la façon dont un moment d'humiliation s'est transformé en la renaissance d'une âme. Le gala de bienfaisance du groupe Lambert réunissait l'élite de la ville. Lustres en cristal, champagne français, robes valant plus que des voitures. Au centre de ce monde scintillant, Robert Lambert commandait la soirée. Homme d'affaires de 50 ans, costume italien, montre suisse, un égo de la taille de la salle de réception. Il riait bruyamment avec ses invités, faisant des blagues que tout le monde feignait de trouver drôles. Jeanne nettoyait les coupes vides sur les tables du fond. Mouvement rapide, tête basse, essayant d'être invisible, comme toujours. Mais tout en ramassant les verres, elle fredonnait, tout bas, presque sans s'en rendre compte. Une douce mélodie qui lui permettait de garder l'esprit sain dans cet environnement. Robert l'a entendu. Il s'est retourné, curieux. Puis, un sourire cruel est apparu sur son visage. « Messieurs, dames, un peu d'attention !» Il frappa dans ses mains. « Il semble que nous ayons une artiste parmi nous. » Tous les regards se tournèrent vers Jeanne. Elle se figea. « Allez à ce piano. » Robert désigna l'instrument, le sourire arrogant. « Divertissez-nous. Allez, montrez-nous ce dont vous êtes capable. » Et à cet instant, le monde de Jeanne cessa de tourner. Jeanne avait 42 ans et en avait passé 8 à cet endroit. 8 ans à nettoyer les mêmes couloirs, à polir les mêmes sols, à ramasser les mêmes coupes. Elle connaissait chaque recoin de ce bâtiment d'affaires mieux que sa propre maison. Elle savait où la lumière clignotait, où le plancher grinçait, où les riches laissaient leurs miettes. Mais eux ne savaient rien d'elle. Ils ne savaient pas que Jeanne se levait à 4 heures du matin pour arriver avant tout le monde. Ils ne savaient pas qu'elle avait une fille de 16 ans, Béatrice, qui l'attendait à la maison. Ils ne savaient pas que chaque uniforme propre cachait une histoire qu'elle préférait oublier. Veuve depuis l'âge de 24 ans, Michel était mort dans un accident de moto en rentrant du travail. Elle était enceinte de 7 mois, sans famille, sans réseau de soutien, sans temps pour le deuil. Elle a dû choisir, couler ou nager. Elle a choisi de nager, même si c'était dans des eaux glacées. La musique avait toujours été sa seule évasion. Adolescente, Jeanne avait remporté des concours locaux. Les professeurs disaient qu'elle avait un talent rare, ce genre de voix qui n'apparaît qu'une fois par génération. Elle avait même obtenu une bourse pour le conservatoire. Elle allait étudier le chant lyrique, se bâtir une carrière. Mais la vie avait d'autres projets. Après la mort de Michel, elle a quand même essayé. Elle s'est présentée à une audition, enceinte, épuisée, retenant ses larmes. Le regard du jury a tout dit avant même la réponse. Ce n'est pas le bon moment pour vous. Et ça ne l'a jamais été. Béatrice est née, les factures se sont accumulées et Jeanne devait manger. Alors elle a ravalé sa fierté et a accepté le premier travail qui s'est présenté. 8 ans plus tard, elle était là, invisible. Elle chantait seule en nettoyant, laissant sa voix résonner dans les couloirs vides à 5 heures du matin. C'était le seul moment où elle se sentait encore vivante, où elle se sentait encore Jeanne, et pas seulement l'agente d'entretien. Robert Lambert ne la regardait jamais. En 8 ans, ils avaient peut-être échangé 10 phrases. Il la traitait comme il traitait les meubles, utiles mais facilement remplaçables. Il retardait les salaires, ignorait les demandes, faisait des blagues sur le personnel de nettoyage pour impressionner les clients. Jeanne a toujours tout encaissé. Elle a toujours baissé la tête, toujours dit « Oui, monsieur » et continué, parce qu'elle avait besoin de cet emploi, parce que Béatrice devait manger, étudier, avoir un avenir meilleur que le sien. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Peut-être était-ce la façon dont Robert avait ri en la voyant.
Peut-être était-ce l'alcool sur son haleine, l'arrogance multipliée. Peut-être était-ce simplement le poids de 8 années d'invisibilité qui réclamait enfin son dû. Et ce fut là, dans ce moment d'humiliation publique, que quelque chose en elle s'est brisé. Jeanne n'avait pas toujours été invisible. À 19 ans, elle était la star du quartier, la fille à la voix incroyable que les voisins s'arrêtaient dans la rue pour écouter. Le genre de talent qui ne s'enseigne pas, qui existe tout simplement. Tout a commencé lors d'un festival de musique locale. Jeanne est montée sur scène dans une robe prêtée par sa meilleure amie, les mains moites, le cœur battant. Elle a chanté un air de Puccini qu'elle avait appris seule, en écoutant de vieux disques chez sa grand-mère. Quand la dernière note s'est éteinte, le silence a duré 3 secondes qui ont semblé une éternité. Puis, le public a explosé. Première place. Unanimité des juges. Et quelque chose de plus, un professeur du Conservatoire national l'a approché après. « Vous avez quelque chose de spécial », a-t-il dit, les yeux brillants. « Ne laissez pas cela mourir. » 2 semaines plus tard, la lettre est arrivée. Bourse complète, des cours avec les meilleurs professeurs de la région, la chance de bâtir une vraie carrière, de chanter dans des théâtres, d'être reconnue. Jeanne a tenu ce papier et a pleuré. Enfin, le monde la voyait. Michel fut le premier à célébrer. Ils sortaient ensemble depuis 6 mois, mais ils parlaient déjà de mariage, d'avenir, de construire quelque chose ensemble. « Tu vas devenir grande », disait-il, un large sourire, de la fierté dans les yeux. « Et je serai au premier rang à chaque représentation. » Jeanne y croyait. Pour la première fois de sa vie, elle voyait un chemin. Ce ne serait pas facile, mais ce serait le sien. Elle se levait tôt pour pratiquer, se couchait tard pour étudier les partitions. Elle vivait et respirait la musique. Le conservatoire devait commencer en mars. Elle avait hâte, mais en janvier, tout s'est effondré. Michel rentrait du travail un soir de pluie. La moto a dérapé dans un virage. Le conducteur de la voiture ne l'a même pas vu. Quand Jeanne est arrivée à l'hôpital, il était déjà parti. 23 ans, des rêves plein la tête. Et soudain, plus rien. Elle était enceinte de 7 mois. Elle n'avait pas de famille. Les parents de Michel vivaient dans une autre région et pouvaient à peine subvenir à leurs propres besoins. Les amis ont disparu quand ils ont réalisé que la tragédie n'a pas de date d'expiration. Jeanne s'est retrouvée seule, enceinte, sans argent, sans soutien. Le conservatoire a appelé. Elle a demandé un report. Peut-être l'année prochaine. Mais elle savait que c'était un mensonge. Elle a tenté de continuer. Elle s'est présentée à une audition pour la chorale de l'église, histoire de garder la voix active. Mais elle était visiblement enceinte, des cernes profonds, les mains tremblant de fatigue. L'organisatrice l'a regardée avec pitié. « Ma chérie, vous devez d'abord prendre soin de vous. La musique peut attendre. » Sauf qu'elle ne le pouvait pas. Béatrice est née en février. Magnifique, en bonne santé, parfaite. Et chère. Couche, lait, médicaments. Jeanne avait 300 € sur son compte et une fille à élever. Alors, elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle a renoncé. Elle a accepté le premier emploi qui s'est présenté. Auxiliaire de nettoyage. Salaire minimum, non déclaré. Des horaires commençant à 5 heures du matin. Elle fit une promesse silencieuse en changeant la première couche de Béatrice. « Un jour je reviendrai. Un jour je chanterai à nouveau. » Mais les jours sont devenus des mois. Les mois sont devenus des années. Et cette promesse est devenue un écho lointain, quelque chose qu'elle chuchotait seule dans les couloirs vides, jusqu'à ce qu'elle cesse d'y croire. 8 ans effacent une personne petit à petit, pas d'un coup, comme une tragédie soudaine, mais lentement, comme une peinture qui se décolore au soleil. Jeanne le sentait chaque fois qu'elle enfilait l'uniforme, chaque fois qu'elle baissait la tête quand Robert passait, chaque fois qu'elle feignait de ne pas entendre les blagues. Attention à ce verre, si vous le cassez, vous payez. Nettoyez correctement, je ne veux pas avoir à le redemander. Vous, le personnel de nettoyage, vous êtes tous pareils, vous tirez au flanc. Elle encaissait, toujours, parce qu'elle avait besoin de ce salaire qui avait parfois 2 semaines de retard, parce que Béatrice avait besoin de nouvelles baskets pour l'école, parce qu'on n'a pas le luxe de la dignité quand on a des factures à payer.
Les humiliations sont devenues une routine. Comme la fois où Robert a renversé du café exprès pour tester si elle était attentive. Ou quand il a fait une blague sur ses cheveux crépus devant des clients, les traitant de tampons à récurer. Ou quand il ne lui a payé que la moitié de son salaire parce qu'il avait eu des dépenses imprévues et qu'elle devait comprendre la situation de l'entreprise. Jeanne comprenait. Elle comprenait toujours. Parce que les femmes comme elle sont formées à comprendre, encaisser et continuer. Mais le pire ne venait pas de Robert. Ça venait de la maison. Béatrice avait 16 ans. L'adolescence, une phase difficile, Jeanne essayait de compatir. Mais les mots de sa fille coupaient plus profondément que n'importe quelle insulte d'un patron. « Pourquoi tu ne trouves pas un vrai travail, maman ?» Jeanne préparait le dîner quand elle a entendu ça. Elle s'est figée, la cuillère en l'air. « J'ai un travail, Béatrice. Tu es femme de ménage. » Le ton n'était pas cruel, c'était pire. Il était résigné, comme si c'était un fait immuable de la vie. Les mères de mes amis sont infirmières, professeurs, gérantes. Et toi, tu nettoies les toilettes. Et qui paie ton école? Qui achète tes vêtements? Je sais, maman. Mais, Béatrice soupira, irritée contre sa propre mère. Tu n'as jamais voulu être plus, tu n'as jamais essayé? La question est restée en suspens. Jeanne a regardé sa fille et y a vu de la honte. Béatrice avait honte d'elle. « Tu n'as jamais été autre chose que ça, hein, maman ?» Jeanne n'a pas répondu. Elle est juste retournée à sa cuisinière, terminant le dîner en silence. Quand Béatrice est allée dans sa chambre, elle s'est enfermée dans la salle de bain et a laissé les larmes couler. Pas de colère, mais parce qu'une partie d'elle était d'accord. Peut-être qu'elle n'avait jamais été plus. Peut-être que cette promesse de rechanter n'était qu'une illusion. Les jours suivants furent automatiques. Se lever, travailler, rentrer, dormir. Elle cessa de fredonner dans les couloirs vides. Elle cessa de se souvenir de ce que c'était que de monter sur scène. La musique, qui avait toujours été son encre, commençait à faire trop mal. Et puis cette soirée est arrivée. Le gala du groupe Lambert. Un événement énorme, des invités importants. Robert au pire de sa forme. Il buvait depuis le début de la soirée, riait fort, se montrait particulièrement cruel avec tout son entourage. Jeanne travaillait vite, essayant d'être encore plus invisible que d'habitude. Mais elle entendait, toujours. 2 hommes en costume parlaient près d'elle alors qu'elle ramassait des coupes. Ces gens n'ont aucune ambition, vous savez? C'est pour ça qu'ils restent où ils sont. Exactement. S'ils voulaient évoluer, ils essaieraient. Mais ils préfèrent se plaindre. Jeanne serra les doigts sur le plateau. Elle continua de nettoyer. Une femme fit un commentaire à son amie, regardant Jeanne comme si elle faisait partie des meubles. « Je ne pourrais pas faire ce genre de travail. Ce doit être des gens sans aucune qualification. » Jeanne essuyait une coupe en cristal. Ses mains tremblaient légèrement, cette coupe valait plus que son salaire mensuel. Elle regarda son reflet déformé dans le verre et ne reconnut pas la femme qu'elle voyait. Où était la jeune fille de 19 ans qui avait fait se lever toute une salle? Où était la voix que les professeurs qualifiaient de rare? Où était Jeanne? Elle ne le savait plus. Cette nuit-là, elle prit une décision. Elle terminerait l'événement, prendrait sa paix et ne reviendrait jamais. Peu importait qu'elle trouve un autre emploi ou non. Elle n'en pouvait plus. Elle ne supportait plus de se regarder dans le miroir et de ne voir qu'une ombre. Elle ramassait les derniers verres, planifiant sa fuite, quand elle entendit la voix de Robert. « Messieurs, dames, il semble que nous ayons une artiste parmi nous. » Jeanne se figea. « Allez à ce piano, divertissez-nous, allez, montrez-nous ce dont vous êtes capable. » Et à cet instant, sous tous ces regards, ces rires étouffés, ces paris sur le ridicule à venir, Jeanne réalisa, elle ne pouvait pas tomber plus bas. Elle était déjà au sol. Vous êtes-vous déjà senti invisible? Avez-vous déjà dû ravaler des humiliations parce que vous aviez besoin de ce travail, de ce salaire, de cette survie? Avez-vous déjà regardé dans le miroir sans reconnaître qui vous étiez? Si vous avez vécu cela, si vous savez ce que c'est que de devoir sourire alors qu'à l'intérieur vous êtes brisé, laissez un oui dans les commentaires. Je veux savoir que vous êtes ici avec moi dans cette histoire, que vous comprenez cette douleur. Toute la salle la regardait.
Une centaine de pères d'yeux, des rires étouffés, des chuchotements. Jeanne sentit ses jambes flageoler. Chaque fibre de son corps lui hurlait de courir, de partir, de ne jamais revenir. Le piano était à 20 pas. Cela semblait être 20 kilomètres. Robert leva sa coupe, un large sourire. « Nous attendons. » Plus de rire. Quelqu'un commenta « Ça va être gênant. » Un autre répondit « Je parie 10 € qu'elle n'arrive pas à chanter une seule note. » Jeanne restait immobile, les mains moites, le cœur battant à tout rompre. Fuir, il suffisait de tourner les talons et de partir. Personne ne l'arrêterait. Personne ne s'en souciait assez. Mais alors, la voix de Béatrice résonna dans son esprit. « Tu n'as jamais été autre chose que ça, hein, maman ?» Et quelque chose a changé. Jeanne ferma les yeux une seconde. Elle vit Michel sourire, cette fierté dans son regard quand elle chantait. « Tu vas devenir grande », disait-il. Elle vit la lettre du conservatoire. Elle vit la jeune fille de 19 ans sur scène, faisant se lever toute une salle. Elle vit qui elle avait été avant d'abandonner. Elle ouvrit les yeux. Si elle devait être humiliée de toute façon, autant que ce soit en chantant. Si elle devait tomber, autant que ce soit en faisant la seule chose qui l'avait toujours fait se sentir vivante. Pas pour eux, pour elle. Le premier pas fut le plus difficile, jambes tremblantes, poings serrés. Mais elle fit ce pas, et un autre, et encore un. La salle devint plus silencieuse. Le spectacle allait commencer. Robert s'adossa à sa chaise, visiblement satisfait. Il l'avait brisée. Il avait enfin remis cette femme à sa place. Les invités attendaient le numéro, téléphone prêt à enregistrer la débâcle. Jeanne arriva au piano. Un Steinway noir, brillant, hors de prix. Elle n'avait jamais rien touché de tel. Elle s'assit lentement sur le tabouret, ajustant sa posture. Ses mains planèrent au-dessus des touches, moites, tremblantes. Elle inspira profondément. Et à ce moment, quelque chose s'est produit. Elle n'était plus dans cette salle. Elle était de retour sur la scène du festival. Elle avait de nouveau 19 ans. La robe prêtée, le cœur battant, la sensation d'être vivante, complètement vivante, avant que la vie ne lui apprenne que les rêves ont une date d'expiration. Elle joua la première note, puis la seconde. Et alors, elle commença à chanter. La voix sortit, tremblante au début. Certains rirent, mais Jeanne ne s'arrêta pas, parce que pour la première fois en 8 ans, elle ne chantait pas pour survivre, pour se distraire, pour oublier. Elle chantait parce qu'elle en avait besoin, parce que c'était à elle et personne ne pouvait le lui enlever. Elle ne savait pas si ce serait suffisant, si ce serait assez bien, si elle arriverait à terminer sans s'effondrer. Mais pour la première fois depuis des années, elle se fichait de ce qu'il penserait. Elle avait juste besoin de chanter. L'œuvre qu'elle choisit n'était pas planifiée. Elle est venue du fond de son âme, comme si elle avait toujours attendu là. Nessun Dorma, l'air de Puccini qu'elle avait chanté au festival à 19 ans, le même que Michel aimait tant entendre, le même qu'elle s'était promis de ne plus jamais chanter après sa mort. Les premières notes étaient faibles, hésitantes. Quelques invités rirent plus fort. « Je le savais », commenta quelqu'un. Robert se tourna vers un ami avec un geste signifiant « Quelle blague !» Mais ensuite, quelque chose a basculé. La voix de Jeanne commença à s'affermir. Ce qui était tremblant gagna en puissance. Ce qui était incertain trouva une direction. Chaque note suivante sortait plus forte que la précédente, comme si 8 années de silence étaient expulsées d'un seul coup. Les rires commencèrent à s'éteindre. Une femme s'arrêta au milieu d'une gorgée de champagne. Un homme baissa son téléphone. Un autre se tourna complètement vers le piano, oubliant la conversation qu'il était en train d'avoir. La voix de Jeanne s'élevait. Elle n'était pas seulement techniquement correcte, elle était viscérale, chargée de douleur, de perte, d'années avalées en silence. Chaque note avait un poids. Chaque phrase musicale racontait une histoire que les mots ne pourraient jamais décrire. Robert perdit son sourire. Son expression passa de l'amusement à la confusion. Il regarda autour de lui, cherchant chez les autres la confirmation que c'était une farce, que cela ne pouvait pas être réel. Mais tout le monde regardait Jeanne. Elle chantait les yeux fermés maintenant. Elle ne voyait plus la salle, les rires, les coupes de cristal. Elle voyait Michel dans le public de ce festival, les yeux brillants de fierté.
Elle voyait Béatrice nouveau-née, dormant pendant qu'elle lui chantonnait des berceuses. Elle voyait la jeune fille qu'elle avait été, la femme qu'elle aurait pu devenir, et celle qu'elle était à cet instant précis. Mais soudain, au milieu du morceau, la peur la saisit. « Et après ?» murmura une voix intérieure. « Quand tu auras fini, tu redeviendras personne. Tu retourneras nettoyé, tu redeviendras invisible. » Sa gorge se serra légèrement. La note suivante faillit déraper. « Tu crois que ça change quelque chose ? Tu n'es qu'une femme de ménage qui sait chanter. » Et alors, ses mains tremblèrent sur les touches. Une seconde, Jeanne voulut arrêter. Se lever, partir en courant, oublier que cela s'était produit. Parce que finir, c'était affronter à nouveau la réalité. C'était retourner à l'uniforme, au sceau, à l'invisibilité. Et si elle n'était pas assez bonne ? Et si 8 ans l'avaient détruite? Et si ce qu'elle ressentait comme une renaissance n'était qu'un dernier souffle avant la fin définitive? Le souvenir revint, vif, tranchant. La dernière fois qu'elle avait chanté en public avant de renoncer. Cette audition désastreuse, enceinte, épuisée, les regards de pitié. Ce n'est pas le bon moment pour vous. Peut-être que ça n'avait jamais été le bon moment. Peut-être que certaines personnes naissaient pour rêver et mouraient en rêvant, sans jamais y parvenir. Mais alors, quelque chose de plus fort prit le dessus. La musique ne demandait pas si elle était assez bonne. La musique existait, c'est tout. Et tant qu'elle existait, Jeanne existait aussi. Pas en tant que femme de ménage, pas en tant que veuve, pas en tant que mère ratée. Juste en tant que Jeanne, complète, entière, vivante. Elle ouvrit les yeux et elle chanta. La voix explosa hors d'elle avec une force qu'elle ne savait plus posséder. Elle atteignit des notes qu'elle pensait avoir perdues, soutint des phrases qui exigeaient une technique préservée par des années de pratique. Mais elle n'avait pas pratiqué depuis 8 ans. Vraiment, seule dans les couloirs vides, chantant pour personne. Peut-être que cela avait été suffisant. Peut-être qu'elle n'avait jamais vraiment arrêté. Des larmes coulaient sur son visage. Elle ne les essuya pas. Elle les laissa tomber, se mélangeant aux notes, à la musique, à la douleur et à la joie entrelacées en une seule chose. Les gens dans la salle s'étaient complètement arrêtés. Coupes posées, conversations éteintes, téléphones oubliés. Certains avaient les larmes aux yeux sans comprendre pourquoi. D'autres étaient simplement bouche bée, incapables d'assimiler ce qu'ils entendaient. Robert était livide. Le sourire arrogant avait disparu depuis longtemps. Il n'y avait plus que du choc. Il regardait Jeanne comme s'il la voyait pour la première fois, et c'était peut-être le cas. C'était peut-être le cas pour tout le monde. La musique atteignit son apogée, la note la plus haute, la plus difficile, celle qui exigeait tout. Jeanne inspira profondément, se connecta à la dernière once de force qui lui restait et la libéra. La note résonna dans la salle, pure, puissante, impossible. Et alors, toute la salle retint son souffle. La dernière note resta suspendue dans l'air. 3 secondes. 4. 5. Le silence était si profond que Jeanne pouvait entendre son propre cœur battre la chamade. Elle rouvrit lentement les yeux, ne voulant toujours pas croire ce qu'elle venait de faire. La salle était figée. Coupes suspendues en l'air, bouches ouvertes, yeux écarquillés, 100 personnes complètement paralysées, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Puis quelqu'un commença à applaudir, lentement au début. Une femme au fond, puis une autre personne se joignit, et une autre. Et soudain, comme une vague déferlante, toute la salle explosa en applaudissements. Ce n'étaient pas des applaudissements polis d'événements mondains, c'était un tonnerre. Des gens qui se levaient de leurs chaises, applaudissant au-dessus de leur tête, criant « Brava !» en demandant plus. Une ovation spontanée, viscérale, de la part de gens qui venaient d'assister à quelque chose d'impossible. Jeanne regarda ses propres mains sur les touches. Elle tremblait, les larmes coulaient toujours, elle n'arrivait pas à y croire. 8 ans. 8 ans à croire qu'elle avait perdu cela pour toujours. Une femme en robe rouge s'approcha rapidement du piano. Élégante, la cinquantaine, l'œil déterminé. « Mon Dieu !» répétait-elle presque à bout de souffle. « D'où sortez-vous » Jeanne ne répondit pas. Elle n'avait pas les mots. La femme sortit une carte de son sac, les mains tremblant d'excitation. « Je suis Carmen Fournier, productrice musicale.
Je travaille avec le théâtre municipal, des concerts privés, des enregistrements. Vous devez chanter professionnellement. Ce talent ne peut pas rester caché. Je suis agente d'entretien. Vous étiez agente d'entretien. Carmen lui tendit la carte. Appelez-moi demain, nous devons parler sérieusement. D'autres invités s'approchaient. Questions, compliments, offres. Où avez-vous étudié? Avez-vous un agent? Chantez-vous quelque part? Jeanne était entourée de gens qui, quelques minutes auparavant, pariaient sur son échec. Au milieu de la foule, elle vit Robert. Il était toujours assis, seul à sa table, le visage blême, la bouche entr'ouverte. Le sourire arrogant avait complètement disparu. Il semblait petit, perdu, comme un homme qui venait de réaliser que l'univers ne tournait pas autour de lui. Leurs regards se croisèrent. Jeanne sentit quelque chose monter en elle. Pas de la colère, pas de la vengeance. Quelque chose de plus simple, de plus profond. C'était la reconnaissance qu'elle ne serait plus jamais invisible. Pas pour les autres, mais surtout pas pour elle-même. Elle se leva du piano. Elle traversa la salle, toujours arrêtée par des gens voulant lui parler, mais marchant maintenant avec détermination. Elle arriva jusqu'à Robert, qui la regardait comme s'il voyait un fantôme. « Monsieur Lambert », sa voix sortit, ferme, sans trembler. « Je ne reviens pas demain. » Il ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. 8 ans. 8 ans que je nettoie vos sols, que j'avale vos humiliations, que je suis invisible à vos yeux. Jeanne serra la carte de Carmen Fournier entre ses doigts. Mais je n'ai jamais été qu'une femme de ménage, et ce soir, vous avez enfin vu qui j'ai toujours été. Elle se retourna sans attendre de réponse. Elle n'en avait pas besoin. Elle prit son sac dans le vestiaire du personnel. Elle retira son tablier, le laissant accroché pour la dernière fois. Quelques collègues l'observaient, stupéfaites. « Tu pars vraiment ?» demanda l'une d'elles. « Je vais chanter », répondit Jeanne, n'en croyant toujours pas ses propres mots. « Je vais enfin chanter. » Elle sortit par la porte principale. Pas par l'entrée de service qu'elle utilisait depuis 8 ans, mais par la grande porte, là où sortaient les invités. Elle passa devant les agents de sécurité, la réception en marbre, les lustres en cristal. La nuit était froide dehors, mais Jeanne ne le sentit pas. Elle inspira profondément, regarda le ciel étoilé et sourit. Elle était entrée dans ce lieu comme une ombre. Elle en sortait comme une lumière. 6 mois plus tard, le théâtre était petit. Seulement 80 places, des murs à la peinture écaillée, des chaises en bois qui grinçaient. Ce n'était pas le théâtre municipal, ce n'était pas la scène de ses rêves de 19 ans, mais c'était la sienne. Jeanne était dans la loge improvisée, ajustant sa simple robe noire. Pas de luxe, pas de paillettes, juste elle et la musique. Elle se regarda dans le miroir taché et reconnut la femme qu'elle voyait. Enfin, dehors, le public arrivait. Ce n'était pas 100 personnes en tenue de soirée. C'étaient des voisins, des amis, des gens ordinaires qui avaient payé 10 € leur billet. Et au 3e rang, Béatrice. La jeune fille avait les yeux rouges, avant même que le spectacle ne commence. Quelques semaines auparavant, elle était rentrée à la maison et avait serré sa mère dans ses bras en pleurant. « Pardon pour tout ce que j'ai dit. J'avais tellement tort. » Jeanne avait juste serré sa fille, sans mots, laissant le silence parler. Maintenant, elle montait sur scène, applaudissements polis. Elle s'assit au piano d'occasion que Carmen Fournier avait réussi à faire donner à l'espace. Elle inspira profondément, posa les mains sur les touches et regarda Béatrice. Sa fille souriait. La fierté se lisait sur son visage. Des larmes coulaient. Elle lui fit un léger signe de tête, un petit geste qui disait tout. Jeanne commença à chanter. Ce n'était pas parfait. L'acoustique du lieu créait un écho étrange sur certaines notes. Le piano était légèrement désaccordé, mais rien de tout cela n'avait d'importance, parce qu'elle chantait, parce que c'était à elle, parce que personne ne pouvait plus le lui enlever. À la fin, des applaudissements chaleureux, moins de 100 personnes qui applaudissaient, mais chacune le faisait sincèrement. Jeanne remercia, descendit de scène et alla directement vers Béatrice. « Maman ?» La jeune fille ne put finir sa phrase. Elle la serra juste dans ses bras. « Je sais, ma chérie, je sais. » Après le spectacle, Jeanne rentra chez elle à pied. Elle passa devant l'immeuble du groupe Lambert.
Les lumières étaient allumées. Il y avait probablement un événement. Elle s'arrêta une seconde, juste pour regarder. Elle ne ressentit ni colère ni douleur, juste une étrange gratitude. Sans ce moment d'humiliation, elle n'aurait peut-être jamais trouvé le courage. Elle continua à marcher. La nuit était froide, mais elle ne le sentait pas. Elle respirait simplement, observant les étoiles, souriant seule. Jeanne n'est pas devenue une star mondiale. Elle n'a pas enregistré d'albums passant à la radio. Elle n'a pas rempli des théâtres géants. Mais chaque vendredi soir, elle montait sur cette petite scène et chantait pour 80 personnes, pour Béatrice, pour elle-même. Et elle découvrit que c'était infiniment plus puissant que n'importe quel rêve ancien. Parce que c'était réel, c'était à elle, c'était suffisant. Elle n'avait pas conquis le monde, mais elle avait vaincu ce qu'il y avait en elle. Et ça, au final, c'était tout. L'histoire de Jeanne n'est pas celle d'une voix qui a changé le monde. C'est celle d'une femme qui a trouvé le courage d'utiliser la voix qu'elle avait toujours eue. La transformation n'a jamais été dans la gorge, dans les cordes vocales, dans la technique. Elle a été dans la décision de ne plus être réduite au silence. Parce que nous ne naissons pas invisibles, on nous efface, petit à petit à cause des circonstances, par nécessité, par des gens qui nous apprennent que notre place est petite, et nous acceptons. Nous baissons la tête, nous ravalons la douleur, nous continuons, jusqu'à oublier qui nous étions avant d'apprendre à disparaître. L'estime de soi ne vient pas de l'approbation extérieure, elle ne vient pas des applaudissements, des offres, de la reconnaissance. Elle vient du fait de se regarder dans le miroir et de reconnaître la personne qui s'y trouve. Elle vient du refus de continuer à être une ombre quand on est né pour être une lumière. Ceux qui humilient ne révèlent que leur propre petitesse. Robert n'était pas puissant parce qu'il avait de l'argent. Il était petit parce qu'il avait besoin de rabaisser les autres pour se sentir grand. Et quand Jeanne a chanté, il a compris. Humilier ne donne pas le pouvoir. Cela ne fait qu'exposer le vide. Il n'est jamais trop tard pour récupérer qui vous êtes. Jeanne avait 42 ans quand elle a décidé d'arrêter d'abandonner. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de choix. Le choix d'essayer à nouveau, d'y croire à nouveau, d'être vue à nouveau. La dignité a toujours été là. Elle n'a pas été créée sur cette scène, elle a juste été revendiquée. Jeanne avait toujours eu sa dignité, elle l'avait juste oubliée. Et se le rappeler, c'est ce qui l'a sauvée. L'héritage qu'elle a laissé à Béatrice ne concernait pas la profession ou le succès, il concernait le fait de ne pas laisser le monde vous définir, de garder l'étincelle vivante, même quand tout conspire à l'éteindre. Combien de talents sont cachés à cet instant précis? Combien de personnes chantent seules, mais jamais pour le monde? Combien de Jeanne existent, attendant un moment de courage? La voix de Jeanne n'a pas changé le monde, mais elle a changé son monde. Et parfois, c'est exactement ce dont nous avons besoin, le courage d'être vu, même quand on essaie de nous effacer. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait ressentir quelque chose, laissez votre like. C'est ainsi que je sais que nous sommes connectés, que ces histoires ont un sens. Et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. Sérieusement, je lis chacun d'entre vous et je m'efforce de répondre à ceux qui prennent le temps de commenter. Je veux savoir où vous êtes. Si vous croyez au pouvoir d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. Nous n'en sommes qu'au début et chaque nouvel abonnement me donne la force et la certitude de continuer ce voyage. Je compte beaucoup sur vous. Et ne partez pas tout de suite. Choisissez l'une des deux histoires que j'ai laissées à l'écran pour que vous la regardiez maintenant. On se retrouve dans la prochaine vidéo.